L'esprit critique des étudiants face à la désinformation, c'est le sujet brûlant dont nous allons parler maintenant avec Bertrand Giffon, qui est cofondateur de Be My Media, et Justine Valette, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Du coup, on va attaquer cette dernière partie en effet de l'après-midi en accueillant Justine. Justine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens et justement pourquoi tu viens témoigner aujourd'hui ? Donc moi, je suis maître de conférence, comme on l'a dit, à l'Université de Montpellier en finance et comptabilité. J'ai fait un cursus classique, un master en gestion, un doctorat en finance, mais sur les coopératives. Donc déjà, j'avais un peu le goût de faire les choses à côté ou un peu à ma sauce. Et puis maintenant, j'enseigne la comptabilité et la gestion en essayant d'inclure pas mal d'innovations pédagogiques. Et du coup, quel est, au-delà de cette partie maître de conférence et enseignement sur ces spécialités, quel est ton rôle dans MoMA sur la question de l'innovation pédagogique ? Donc, dans notre composante MoMA, Montpellier Management, mon rôle c'est de déployer en fait les solutions numériques telles que Be My Media, mais aussi Projet Voltaire, puisque chez nous en fait ça marche de pair, notamment sur les L1, L2. Après, Be My Media prend son envol tout seul sur les autres niveaux. Et c'est moi qui m'occupe du déploiement et puis de la coordination et de l'animation pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'en saisisse. Du coup, tu as une appétence particulière pour l'innovation pédagogique ? Oui, complètement. C'est vraiment ce qui me motive dans le métier et je pense que j'ai pas trop hérité du côté conférencier, de maître de conférence, plutôt du côté animateur, ce qui facilite beaucoup les choses pour l'innovation pédagogique. Merci Justine pour l'introduction. Donc, je suis Bertrand, le cofondateur de Be My Media. C'est une entreprise qu'on a fondée avec mon associé qui est aussi dans la salle il y a bientôt 4 ans. On est très préoccupé en fait par cette question de l'éducation aux médias à l'information qui prend en fait la forme aujourd'hui de développer l'esprit critique de nos concitoyens face à la problématique de la désinformation et notamment de tout ce qui peut rentrer en jeu sur la pratique notamment des réseaux sociaux. On est vraiment sur cet axe de se dire l'information n'a jamais été aussi accessible, mais s'informer n'a jamais été aussi complexe. Donc accompagner ce développement de connaissances et de compétences, c'est quelque chose qui pour nous était très important et on a voulu justement chercher des solutions, développer des réflexions sur ces sujets. Aujourd'hui, on propose des serious games, de la formation de formateurs et surtout donc une application pédagogique dans le cadre de l'éducation aux médias à l'information. Alors, éducation aux médias à l'information dans les niveaux du secondaire, surtout au lycée, où on va retrouver ça dans l'éducation morale et civique, et puis dans l'enseignement supérieur, où ça va être plutôt sur le développement des compétences liées à la pratique de l'information de manière générale. Alors pour introduire un petit peu plus la question, on va vous poser une question sur WooClap. En 2022, sur le réseau social TikTok, quel est le pourcentage des vidéos composant des informations fausses ou trompeuses? Donc c'est un chiffre tout à fait officiel d'une étude de NewsGuard qui a été publiée en septembre. Et on va vous demander du coup quel est le pourcentage d'étudiants, le pourcentage de vidéos qui sont fausses ou trompeuses présents sur TikTok. Je vous laisse flasher. Vous avez plusieurs réponses possibles. Il y a 5%, 10%, 15%, 20%. À votre avis, quel est le nombre de fausses informations qui circulent sur TikTok? Donc on a 35 participants, 33 réponses. Est-ce que 37, ça continue à monter encore un petit peu? On prend encore quelques secondes. Allez, 40, 41, on n'est pas loin de la vérité. Hop. Et donc, c'est bien 20% de fausses informations. Donc, vous avez plutôt
bien répondu dans l'ensemble, hein, puisque 35 personnes sur 41 ont donné cette réponse de 20% d'informations qui sont fausses ou trompeuses qui circulent sur cette plateforme. Alors, c'est quelque chose qui doit nous questionner, puisque aujourd'hui, il faut savoir que TikTok est devenu la plateforme de référence devant Google dans les recherches d'informations des 15-25 ans, puisqu'on a un nombre de requêtes d'actualité plus important aujourd'hui sur TikTok que sur Google. Donc ça nous montre à quel point, en fait, du coup, on est exposé très régulièrement à des contenus qui sont plutôt d'allégations fausses ou qui sont complètement trompeuses. C'est un sujet qui monte depuis très très longtemps, hein. Depuis 1987, on n'a jamais eu autant de personnes qui portent aussi peu d'intérêt à la pratique de l'information, et c'est notamment dû à un sujet de la pratique divertissante que représente l'information sur les réseaux sociaux, où on va mélanger les genres entre le divertissement, le contenu récréatif, le contenu qui a voilà, quelque chose plutôt d'occupation, plutôt que réellement de consacrer un temps à la pratique de l'information. Donc c'est quelque chose, du coup, dans nos pratiques pédagogiques qui doit nous questionner et sur lequel on doit pouvoir apporter des réponses. Alors, du coup, on va parler des enjeux pédagogiques sur cette question. Et Justine, du coup, depuis donc quelques temps, on travaille ensemble. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te saisir, toi, des enjeux d'esprit critique au sein de Montpellier Management ? Pour rebondir sur ce que tu venais de dire, effectivement, l'esprit critique, c'est quelque chose qui, à l'université, a toujours intéressé. Donc, on parle beaucoup maintenant de soft skills et de choses comme ça. Ça a toujours existé. C'est juste que maintenant, la problématique est différente. Je racontais à Bertrand ce matin une anecdote et je pense qu'elle va vous faire comprendre tout de suite les enjeux. C'est que j'ai appelé ma grand-mère hier soir, j'ai expliqué ce que je faisais aujourd'hui et j'ai dû lui expliquer les enjeux de la pratique de l'information. Et elle n'a rien compris, parce que j'y ai parlé de réseaux sociaux, d'algorithmes, de bulles de filtre, etc. Et ces choses-là, en fait, ça n'existait pas avant, ou en tout cas pas avec la force que ça a aujourd'hui. Et je pense que c'est notre rôle à nous, les enseignants maintenant, quand on parle d'esprit critique, de s'adapter aussi à ce qu'est le monde aujourd'hui, d'une part. Donc là, forcément, il y a un enjeu fort. Et d'autre part, de s'adapter aux pratiques de nos étudiants. Parce qu'effectivement, moi, je me retrouve, même si je suis jeune, avec des étudiants qui n'ont pas du tout mes pratiques, qui vont aller sur TikTok, moi, je n'y suis pas. Mais forcément, je me tiens au courant, qui vont utiliser le téléphone quand ils vont avoir quelque chose à chercher, alors que moi, je suis encore sur l'ordinateur et puis que je vais chercher sur le site de la BIU mes ressources documentaires. Donc je pense que, voilà, pourquoi on doit se saisir de ça, c'est parce qu'on n'est plus du tout armé face aux jeunes et qu'il faut prendre en compte à la fois le monde dans lequel on vit, qui a changé et qui nécessite de nouvelles compétences, et les usages des personnes qu'on a en face de nous pour ne pas être à côté de la plaque. Et du coup, tu as constaté des évolutions peut-être dans les compétences enseignées au sein de Montpellier Management ? Oui, complètement. Alors, comme pour toutes les écoles, comme je vous disais, on fait la part belle aux soft skills, mais on fait de plus en plus la part belle à l'esprit critique parce qu'on voit que nos étudiants en manquent. Et on essaie déjà, ne serait-ce que de les aider à sélectionner l'information. Pour nous, c'est quelque chose de basique. Pour eux, comme on vient de le dire, alors TikTok, c'est l'exemple le plus extrême. Après, il y a aussi des recherches Google, mais même les recherches Google, nos étudiants ne savent plus ce qu'est une source fiable, ne savent pas comment vérifier qu'on peut croire ce qui est écrit sur un site, ne font pas la différence entre une source fiable mais orientée et une source qui n'est pas fiable du tout. En fait. Donc ça, c'est une première pratique. Après, on va essayer de les aider dans la pratique de l'actualité au travers de Be My Media et puis surtout avec des séquences pédagogiques associées puisque le numérique, ce n'est qu'un outil. Et donc, je vois de plus en plus de collègues, que ce soit de la licence 1 au Master 2, qui vont se saisir de ces outils à travers différentes expériences et vont même changer complètement les pratiques. Du coup, on va regarder en termes de cas d'usage quand et comment donc, on a commencé à travailler ensemble. Tu peux peut-être rappeler la genèse du début de projet entre l'Université de Montpellier et Be My Media. Alors c'est un grand hasard parce que cette rencontre, je crois que c'est Valérian qui m'a contacté à la suite d'un webinaire auquel je me suis inscrite et où je ne suis pas allée, il me semble. Donc ce qui n'est vraiment pas bien du tout. Et puis finalement, il m'a écrit derrière et je me suis dit ça avait vraiment l'air chouette et on pourrait communiquer. Et puis ça a été le début d'un long partenariat. Donc au départ, Be My Media nous a testé l'application chez nous, donc il l'a mis à disposition gratuitement. Et j'ai fait ça un peu toute seule avec mon bâton de pèlerin, mais 20 étudiants de Master 1, donc on était sur une cible bien privilégiée. Je leur ai donné l'application et je leur ai dit voilà, vous lisez l'actualité et puis on va faire
une fois par mois, parce que c'est des apprentis, donc ils sont là que 15 jours par mois. On va faire un point ensemble. Et puis, vous allez me raconter l'actualité de la gestion de patrimoine. C'était pas palpitant. Enfin, ça dépend, chacun ses appétences. Mais... Et on a commencé comme ça. On a vu que les étudiants se servaient beaucoup de l'appli, qu'ils y prenaient goût, qu'au-delà de leur revue de presse obligatoire sur la gestion de patrimoine, ils lisaient sur tout autre sujet. Et donc, on a décidé de concrétiser le partenariat. Du coup, on a déployé l'application. Là, cette fois-ci, on s'est dit que ça serait bien de toucher beaucoup d'étudiants. Et donc, on l'a déployé auprès des licences 1 et licences 2 en l'intégrant en fait dans la maquette. Donc, on a mis une UE en commun avec Projet Voltaire et on a dit vous allez avoir Projet Voltaire d'un côté, forcément, tout le monde connaît l'utilité. Et puis derrière, pour continuer à pratiquer l'information, à la fois déjà pour l'orthographe et puis pour les enjeux d'esprit critique, vous aurez Be My Media. Donc, on a couplé les deux et on a choisi de faire ce partenariat d'une façon relativement simple et peu chronophage pour nos enseignants qui déjà... accepte d'enseigner en licence 1 et 2, ce qui est quand même une bonne charge de travail par rapport à moi qui ai la chance d'enseigner en master. Et puis ça s'est fait comme ça. Et au-delà de cette présence obligatoire dans la maquette pour nos L1, L2, on a aussi déployé Be My Media au sein de MoMA pour tous nos étudiants sur la base du volontariat. La première année, c'était un peu compliqué. J'étais un peu toute seule avec mon super projet, tout le monde trouvait ça génial, mais personne n'avait jamais le temps de s'en occuper. Bertrand est venu animer des conférences chez nous, on a reçu des ressources pédagogiques, ils nous ont envoyé un guide pédagogique avec différentes activités qu'on pouvait mettre en place. Enfin, je veux dire, on avait tout, mais ça décollait pas. Ça décollait chez nos étudiants de L1 L2 parce qu'ils étaient obligés, donc eux, pour le coup, ils ont décollé. Il n'y a pas de problème, il y avait une note à la fin. Par contre, mes collègues, impossible de leur faire entrer Be My Media et l'application d'actualité dans leurs cours, alors que c'est quand même la base quand on est un enseignant à l'université que de commenter l'actualité, chacun dans son domaine, je pense. Mais on a eu des phases de découragement. On s'est dit, bon, ok, pourquoi ? Et puis on a continué, et cette année, ça y est, c'est le déclic. Je pense que c'est la 4e fois que je vends le projet. Alors certes, il s'est amélioré, c'est sûr, mais les collègues ne le savent pas, ils n'étaient pas là au début. Mais là, ça y est, ils m'ont dit, c'est génial, c'est bon, c'est top, et on part avec toi. Et là, maintenant, ça commence à essaimer, en fait, petit par petit. Donc en licence pro, j'ai une collègue qui a enlevé, en fait, l'UE mémoire, qui est vraiment le sacro-saint travail universitaire, en me disant, mais mes étudiants, ils n'ont pas besoin de faire un mémoire. Ce n'est pas le but dans cette licence professionnelle. Par contre, ils ont besoin d'être au courant de l'actualité. Bon, mais en fait, leur travail de fin d'année, ça va être une revue de presse en lien avec leur secteur d'activité. Et dans le cadre de leur projet tutoré, on va les suivre, etc. etc. Moi, j'ai mis ça dans mon master, couplé à un cours de veille informationnelle et en lien avec le mémoire, parce que les miens vont continuer à faire un mémoire quand même. J'y tiens. Mais en même temps, le mémoire, il porte sur des enjeux de la gestion de patrimoine, parce que je suis responsable pédagogique d'un master en gestion de patrimoine, et on a besoin de l'actu, parce que ça évolue. Et donc, c'est couplé à cette UE-là. Puis j'en ai d'autres qui m'ont dit, mais c'est juste tout simplement génial, on ne sait pas trop pour l'instant où ça peut s'insérer, mais c'est pas grave, tu vas venir, tu vas présenter, ils vont télécharger l'appli, ils vont lire, parce que de toute façon, l'actualité, c'est toujours important, et puis on verra après. Donc, chacun a sa méthode, plus ou moins pensée, plus ou moins aboutie, mais petit à petit, en fait, ça a fonctionné. Et il ne fallait pas se décourager, puis il ne fallait peut-être pas vouloir voir trop grand dès le début. En fait, si on veut voir grand, il faut intégrer dans la maquette, ça c'est clair. Et puis après, si on veut continuer à déployer, il faut y aller sur des initiatives personnelles. Et finalement, une fois qu'une personne a fait en fait l'essai, et puis commence à raconter tout ce qui s'est passé de chouette, les autres ont envie de venir, et finalement s'y mettent. On a une petite anecdote sur cette question, et c'est un responsable pédagogique d'un autre établissement qui nous a dit ça la semaine dernière. Il nous dit, en fait, Be My Media, c'est un peu comme le sport, quoi. C'est-à-dire que quand on se met à la course à pied, se mettre le réveil 1 heure plus tôt le matin pour aller courir, c'est dur de se lever. Après la course à pied, on a un peu des courbatures, on n'est pas tout bien, et puis ça devient une habitude et ça rentre dans la pratique. Et puis on voit les bénéfices au bout de quelques temps sur la santé, et sur la pratique de l'information, une bonne hygiène d'information. Il faisait vraiment ce parallèle avec le sport. Et en fait, proposer ça, c'est quelque chose qui est important. Et en termes de satisfaction des utilisateurs, on a pu le constater aussi, puisque ça a été parfois complexe d'onboarder les étudiants, pour reprendre un terme très EdTech, on va dire. Par contre, on a plutôt des bons résultats avec des anecdotes justement d'autres étudiants qui viennent aujourd'hui questionner l'équipe pédagogique. Je te laisse peut-être raconter l'anecdote. Oui, effectivement, on a eu du mal à onboarder, pardon, je ne suis pas familière du terme, mais à faire venir les étudiants sur l'appli. On avait tout tenté, des affiches, des mails, les réseaux sociaux, tout ce qu'on a pu.
Mais en fait, une fois qu'ils y sont, donc une fois que l'enseignant en fait s'est motivé pour prendre par la main ses étudiants, parce que c'est ça la clé. Donc en fait, moi, mon défi, c'était pas de faire onboarder les étudiants, c'était de prendre avec moi les collègues. Mais une fois qu'on réussit, on a des étudiants qui viennent nous voir. Donc j'ai même pris les collègues en fait qui sont dans les bâtiments juste à côté des miens, qui sont pas dans ma composante. Et là, elle me vient me voir et elle me dit mais j'ai une question pour toi quand tu vois Bertrand, parce qu'en fait mes étudiants déjà ils sont en panique, ils trouvent ça tellement bien qu'ils se demandent l'année prochaine comment ils vont faire. Donc quand ils seront plus à l'école, est-ce qu'ils auront encore Be My Media, etc., etc. Et donc pour moi, c'est la plus grande des victoires, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils y sont, ils apprécient, ils continuent de l'utiliser, au-delà même en fait, de ce qui est obligatoire pour eux. Ça aussi, on a eu un nombre d'étudiants assez conséquent, où on avait fixé, par exemple, il faut 15 000 points d'expérience pour avoir 20 sur 20, bah, ils en sont à 25 000. Bon, bah, c'est bien que ça leur a plu, parce que sinon, ils ne seraient pas allés jusque-là. Alors du coup, on a parlé un petit peu déjà de la transformation et des apports pédagogiques observés. On peut peut-être aller sur quelques chiffres clés pour voir un petit peu ce qui s'est passé, notamment sur le deuxième semestre de l'année dernière. Le deuxième semestre de l'année dernière, en fait, on a commencé le semestre avec une conférence de lancement qui est venue expliquer aux étudiants ce qu'était l'appli et pourquoi c'était important de s'informer via l'application. Donc c'est Bertrand qui est venu animer la conférence. On n'a pas juste délivré l'outil comme ça, clé en main. Il est venu, il a expliqué pourquoi. On a fait voilà, toute cette conférence de lancement et après on leur a dit par contre attention, vous allez être notés. Dans 3 mois, là, on arrête les compteurs et il faut que vous soyez arrivés à tel endroit. Vous voyez les chiffres derrière nous, hein, presque 180 000 articles lus en 3 mois, soit presque 65 articles par étudiant et par mois, donc ce qui est vraiment pas mal. Et on était sur les L1, L2, c'est le début. Je pense que cette année, on va vraiment être plus haut parce qu'ils auront pris l'habitude, on redéploie l'application, ils l'ont encore, etc. Les étudiants sont satisfaits, c'est-à-dire qu'on a du mal à les embarquer. Mais une fois qu'ils sont embarqués, globalement, vous voyez 9 sur 10 qui se déclarent satisfaits du contenu, qui nous disent qu'ils vont continuer. Et puis on le voit, hein, moi j'ai les chiffres et je vois bien qu'ils continuent de s'informer, même une fois que les notes sont arrêtées, même quand on arrive à avril et qu'ils sont repartis en stage ou autre, ça continue de tourner. Et puis c'est surtout, l'application, elle est utilisée en dehors du temps universitaire. C'est-à-dire que pour nous, c'est très important de lire l'actualité, mais quand on est prof, bon ben voilà, on va arriver en début de cours, on va poser 2-3 questions. Vous avez vu telle ou telle actu? Généralement non. Donc on va la commenter, mais on est tout seul. Et puis comment on fait pour que l'étudiant lise l'actu? Donc moi j'essayais de leur envoyer des articles, j'essaie de les stimuler sur Slack, j'ai un canal avec mes étudiants et j'essaie toujours de leur envoyer plein de choses, mais je suis souvent toute seule à stimuler tout le monde en fait. Alors que là avec l'appli il y a un vrai relais. Et on peut faire des revues de presse, on peut les partager, on peut demander aux étudiants de faire des revues de presse et de se les partager même quand ils ne sont pas là en fait, même quand ils sont en apprentissage ou autre. Ils peuvent continuer, on peut alimenter en fait ce réseau-là. Et on voit que sur des temps où avant ils allaient plutôt se divertir, et ils nous disent quand on est dans les transports en commun, quand on attend chez le médecin ou le soir ou entre midi et 2, ils vont sur l'application et ils lisent l'actualité. Et c'est une petite victoire en fait. Et du coup, alors on parlait beaucoup de la partie en fait déjà pratique de l'information. Ce qu'on a proposé également dans Be My Media, il y a tout un parcours pédagogique que les étudiants ont du coup cette année à MoMA, avec 100 capsules pédagogiques pour apprendre les fondamentaux de la pratique de l'information. Et aujourd'hui, en fait, cette pratique de l'information, globalement, on va revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'un journaliste? On a une étude, notamment l'étude PISA de 2020, qui montre que 64% des étudiants qui accèdent à l'enseignement supérieur ne savent pas identifier un fait d'une opinion dans un titre d'article. Donc notre programme pédagogique qu'on a développé repart vraiment de ces fondamentaux pour aller jusqu'à des éléments beaucoup plus techniques sur le lien entre la pratique démocratique, l'information, le lien éminemment civique et citoyen que ça représente. On a une grande question en fait aujourd'hui de la place du débat démocratique dans la société. Les médias ont toujours dû animer le débat démocratique, ça fait partie de leur vocation. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le débat démocratique a glissé de la place des médias, qui avaient plusieurs opinions, où on pouvait accéder à différentes choses, sur des plateformes privées, les réseaux sociaux, où le débat démocratique est animé. Et en effet, ce temps de captation de cerveau qui est fait par ces plateformes nous inquiète. Et en fait, il y a vraiment des notions et des fondamentaux à apprendre. Donc là, on repropose à tout le monde, de manière obligatoire quand c'est dans les classes de L1, L2. Pour ceux qui auront validé le badge à la fin des 2 premières années, ils pourront continuer à pratiquer l'information avec l'application. Et pour les autres,
voyez bien, il y a une continuité justement sur tout leur temps d'études. Voilà, pour cette partie chiffres et retour d'expérience. En conclusion, ce qui est très important de dire pour nous, en tout cas notre vision chez Be My Media du rôle des entreprises de technologie de l'éducation, c'est de bien accompagner les établissements. On se considère quasiment comme une entreprise de service puisqu'on est toujours en échange pour que les établissements puissent s'approprier des pratiques pédagogiques avec l'usage. Justine, tu peux peut-être raconter la maquette pédagogique qu'on propose aujourd'hui. Il y a à la fois un serious game pour démarrer ou une conférence pour introduire et puis après l'usage de l'application. Et vous avez réadapté et vous avez pleinement pris en main aujourd'hui à MoMA ce sujet avec une réadaptation. Complètement, oui. Pour nous, en fait, ce qu'on a avec Be My Media, c'est un outil, certes, mais c'est une panoplie de services. Et puis, comme on le disait, l'important pour nous, c'est qu'on a pu co-construire aussi. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a voulu se lancer, on a eu des choses clés en main, on a eu l'outil, on a eu un guide pédagogique, des idées d'activités, etc. Et puis, on a eu aussi, j'en ai pas parlé parce qu'on l'a pas encore mis en œuvre dans ma composante, mais je l'ai vu mis en œuvre dans d'autres, ce qu'ils appellent la fresque de l'information et qui permet par exemple de vraiment prendre les étudiants et de leur expliquer tous ces enjeux de sensibilisation, enfin tous ces enjeux de la pratique de l'information. Donc nous on a opté pour le format conférence parce qu'on a 200 étudiants en L1, à peu près pareil en L2, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Et donc tous ces outils, on peut les mettre. Et ce qui est bien, c'est qu'on les co-construit. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté avec Bertrand à une fresque de l'information. Ça a été pensé pour être quelque chose qui sensibilise les étudiants avant de leur donner l'outil. Et je me suis dit, ben moi, finalement, les miens, je ne peux pas les sensibiliser comme ça parce qu'ils sont nombreux. Ou peut-être, ah ben, en fait, on est déjà début octobre, donc c'est trop tard pour les sensibiliser. Ils ont l'outil, j'ai trop tardé. Et puis je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même à la fin qu'il y ait un rebouclage. C'est-à-dire que pour moi, on les sensibilise un petit peu à la pratique de l'information, on leur donne un outil. Mais en tant qu'enseignante, je reste un peu sur ma faim parce que qu'est-ce qu'ils en ont retiré en fait? Ok, on va leur donner des questionnaires de satisfaction, on a même une doctorante qui va poser des questionnaires avant et après la pratique pour voir l'impact, donc on a quand même mis en place des choses, mais moi je ne sais pas quelles notions ils ont retirées de tout ça. Et donc on va prendre la fresque de l'information et on a décidé de la faire en fin de parcours, c'est-à-dire à la fin de l'année universitaire. On va mener cette fresque, il y a 40 notions clés. Les étudiants vont être acteurs, bien sûr, mais nous, on sera là aussi pour leur faire passer des messages face à ces notions. Alors, les L1, on fait passer des messages, et les masters, ben, on peut être plus dans un débat, dans une réflexion, une remise en cause. On va s'adapter au niveau de nos étudiants, et évidemment qu'il y a une progression, parce que ce thème-là, ce qui est génial à l'université, c'est qu'on peut vraiment, il est transversal, et on peut vraiment l'appliquer à chaque année de diplôme, avec à chaque fois une gradation différente, et puis après, l'accès éventuellement plus sur la finance, si on est en finance, plus sur le marketing, etc. Donc c'était vraiment pour nous, ça a été important de co-construire à la fois ces solutions pédagogiques et puis de co-construire l'application. Moi j'ai eu cette chance vraiment d'être présente au début et d'y être encore maintenant et de pouvoir interagir très très facilement avec toute l'équipe, de pouvoir faire part de mes problématiques quand je déployais, de mes questions quand les étudiants avaient l'outil entre les mains. Ça a été pris en compte. Les améliorations ont été faites et c'est vraiment très bien de se sentir par contre pour le coup accompagné et de pouvoir faire avancer ensemble l'application et l'usage. Le dernier point, et si vous voulez une recette miracle pour que ça fonctionne, je pense que la recette miracle, alors il y en a plusieurs, hein, mais la recette miracle, c'est quand même l'intégration dans la maquette pédagogique. Franchement, ça, il n'y a pas de secret. C'est pas très compliqué, il suffit de vouloir. Et c'est pas du tout chronophage, parce que ça, je sais aussi que les enseignants ont plein de choses à faire. Et tout le monde n'a pas... On a tous envie de faire plein de trucs, mais pas le temps de le faire. Honnêtement, cette application, on l'intègre dans la maquette. On fait en sorte quand même de mettre une conférence de lancement ou quelque chose pour sensibiliser. Après, les étudiants utilisent l'appli, lisent des articles, font le programme pédagogique. À la fin, ils ont des points d'expérience. Vous extrayez les points d'expérience, vous convertissez en notes. Vous pouvez faire bien plus. Nous, on a essayé de faire bien plus. Moi, j'ai construit un module d'esprit critique. Mais si vous n'avez pas le temps, pas la possibilité de faire bien plus, c'est très simple, c'est clé en main, intégré dans la maquette pédagogique. Bah, merci Justine. Et du coup, on va peut-être finir sur une citation avant de passer aux questions. C'est « Bien informés, les hommes deviennent des citoyens. Mal informés, ils restent des sujets ». C'est une phrase de Alfred Sauvy qui a écrit un très bon livre sur la lutte contre la désinformation. On vous invite du coup voilà, à regarder. Il y a beaucoup de documentation. On a une bibliothèque aussi dans laquelle on pourra vous donner plein de choses. On a partagé des livres avec Justine, etc. Donc on vous invite et on pourra vous donner plein d'informations aussi sur ces questions pour construire vos parcours pédagogiques et vos cours sur cette préoccupante question. Voilà, merci.
Je vais donner la parole à notre grand témoin de l'après-midi, Alice Bouteloup de la Banque des Territoires, pour la première question et préparez vos questions pour la suite. Merci. Merci. Comment? Faut que je me recule? C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je comprends très bien le challenge que vous avez eu d'aller convaincre aussi pour déployer cet outil qui, vous avez convaincu. Je me disais, dans quelle mesure les étudiants qui ont utilisé cet outil, qui se le sont appropriés, peuvent eux aussi devenir des ambassadeurs auprès des autres étudiants et auprès de l'équipe éducative de l'université? Je pense qu'on a eu le cas concrètement parce que j'ai vraiment parlé de Be My Media et de mon projet en fait, de lutter contre la désinformation partout où j'ai pu. Et je suis notamment élu au conseil d'institut de mon université. Et là, il y avait des élus étudiants. Et les élus étudiants m'ont regardé, m'ont dit, mais si vous voulez, nous, puisqu'on est convaincus, on est membre du bureau des étudiants, on est membre du bureau des sports, on peut se faire le relais. Et donc, effectivement, ça passe mieux quand c'est eux qui se donnent l'information. Après, je sais que ça marche au sein d'une promotion, par exemple. Moi, je le vois dans le back-office, c'est-à-dire que je vois qui a activé le compte. Au début, il y a 2-3 personnes, et puis d'un coup, oh, il y a beaucoup de gens. Alors, quand c'est obligatoire, je sais de qui ça vient, c'est le prof. Quand c'est pas obligatoire, je sais que par bouche à oreille, ça a fonctionné. Donc, je pense que c'est un des leviers aussi, effectivement, pour faire adhérer à l'application, c'est de se servir d'étudiants ambassadeurs. Après, si les étudiants en parlent entre eux, ils peuvent en parler à leurs responsables pédagogiques, à leurs enseignants, qui tout de suite rebouclent et viennent me chercher, et on peut créer ensemble. Mais c'est une bonne suggestion, et je pense que ça a marché aussi comme ça chez nous. Et pardon, si je peux, moi, c'est une autre question très concrète. Pour mieux comprendre l'outil, finalement, comment les étudiants ils gagnent des points comment ça marche? Alors, sur la partie, dans l'application, il y a deux parties. Il y a la partie s'informer, qui est une partie d'agrégation de contenu. On agrège un petit peu plus de 550 sources d'informations, de la presse d'information générale, des médias indépendants en ligne, des médias professionnels, des médias institutionnels et des médias audiovisuels. Donc, ils ont une grande diversité. Il y a une hiérarchisation des sources d'informations par catégorie, avec des catégories sur de l'information générale, sciences, économie, environnement, politique, internationale, etc. Puis de l'information professionnelle. Et en fait, toute la partie de pratique de l'information leur permet de gagner des points d'expérience. La lecture d'un article fait gagner 20 points, la comparaison de points de vue, puisqu'on a un petit comparateur de points de vue, fait gagner 50 points, lire des revues de presse fait gagner des points, partager des revues de presse fait gagner des points. Et tout ça alimente en fait la partie progressée de l'application, où on a sous-découpé 5 blocs de compétences, et pour chaque bloc de compétences, en fait, on doit atteindre un certain niveau de points d'expérience de pratique de l'information. On imagine vraiment que dans la pratique pédagogique, la répétition à aller consulter l'information est très importante. Donc le but, c'est de faire lire l'information un petit peu tout le temps, tout au long de l'année. Donc on est bridé à 200 points d'expérience par jour. Et en fait, comme Justine le disait, pour avoir plutôt une bonne note, un 15 sur 20, il faut atteindre au moins 15 000 points d'expérience. Donc on va avoir une récurrence pédagogique de lecture de l'information qui est induite par le barème d'évaluation qu'on propose dans l'application. Merci. Est-ce que vous agrégez TikTok ? Alors non, on n'agrège pas TikTok, puisque TikTok, on ne le considère pas comme un média, mais bien un support de médias à l'intérieur duquel des médias publient des contenus. Donc en fait, TikTok est une forme d'agrégation de contenu. Ça, c'est une anecdote qu'on a eue à l'Université de Montpellier l'année dernière. On a fait la conférence, on prend un cas, on demande aux étudiants en amphi de choisir un sujet d'actualité, d'identifier comment ils y ont eu accès, quelle est cette source, quelle information. Donc on demande à un étudiant de passer sur scène en L1, on lui demande quel article tu as choisi, et il nous dit un article sur le sujet des Ouïghours, donc bon, plutôt intéressant du coup sur le fond du débat d'actualité. Je lui demande et tu as identifié la source, il me dit Instagram. Et je lui dis, mais en fait, quelle source sur Instagram? C'est pas des gens de Instagram qui ont rédigé l'article. Et en fait, l'identification du média et de la source d'information sur un réseau social est extrêmement difficile aujourd'hui. Et en fait, il y a vraiment cette question, notamment dans le parcours pédagogique, d'apprendre à s'informer, d'apprendre à identifier les sources, d'apprendre à faire tout ça. Donc en effet, on n'agrège pas de réseaux sociaux, on n'agrège pas de chaîne YouTube, on est sur la lecture de l'information principalement.
Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à l'agrégation de contenu que vous avez. Vous modérez pour être sûr que ce ne soit pas des fake news ou des choses qui ont des portées politiques un peu choisies. Enfin, voilà, comment vous faites ce travail-là, du coup ? Alors aujourd'hui, chez Be My Media, on travaille avec plusieurs pédagogues, dont Justine, dont certains journalistes, et on a défini une charte éthique d'agrégation de contenu. On s'est basé sur la charte de Munich, qui est un peu le serment d'Hippocrate des journalistes et des médias, qui définit 10 droits et 5 devoirs des journaux et des médias. Et en fait, on s'assure que les médias que l'on agrège dans l'application sont cohérents avec cette charte de 1971 sur la production et la diffusion de l'information. Par exemple, le fait qu'un journaliste est légalement responsable de l'information qu'il produit, donc il peut aller en prison s'il produit une fausse information, ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs de contenu qu'on peut trouver sur Internet. Par exemple, CNews n'est pas signataire de la charte de Munich. Donc typiquement, on n'agrège pas CNews, alors qu'on va agréger plein d'autres sources d'informations. Et en fait, le garde-fou qu'on a pris, c'est l'agrégation de sources professionnelles respectant cette charte de qualité sur un éventail quand même très large et un spectre de l'information très large pour permettre à chacun de pratiquer l'information, d'être exposé à différentes lignes éditoriales, d'être en permanence dans la comparaison de points de vue. Et face à la lutte contre les problématiques de bulles de filtre, on n'utilise pas de données personnelles des utilisateurs pour leur proposer les contenus qui correspondent à leurs opinions. On va s'assurer qu'ils sont régulièrement exposés à différentes thématiques. Le fil d'actualité est construit en timeline et pas du tout en fonction des articles les plus lus. Donc on a pris vraiment le contre-pied de l'analyse de ce qui fonctionne sur une bulle de filtre pour construire notre outil pédagogique de pratique de l'information. On peut prendre... Ouais, je crois qu'on n'a pas trop le temps en fait. On peut poursuivre, vous pourrez poursuivre la discussion avec nos intervenants après cette discussion. Je vous remercie vraiment pour cette présentation très très stimulante. Merci.